On donne 4 minutes à chaque porte-parole. Question d'avoir le temps de faire les 9 tables d'ici la fin. Alors, juste vous nommer avant de commencer votre résumé. C'est parti. Alors, Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun. Alors, nous, on a tout de suite statué que nous, on dirait que le local, on pense plutôt qu'on devrait changer ça pour la personnalisation, donc proscrire tout ce qui est un travail de type silo, donc vraiment une communication importante entre les parties. On trouve que le travail du représentant est essentiel, donc qu'on va toujours avoir besoin de représentants, que le diffuseur doit vraiment miser sur ses représentants, que ce représentant-là soit dans les librairies, entre autres, et surtout qui personnalise ses rencontres avec ses libraires. Donc, puisque le libraire, lui, a accès à son marché, à son propre marché, connaît sa clientèle, son développement. Donc, il va agir, en fait, c'est vraiment comme le pont ensuite pour voir avec le diffuseur qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins, ou qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui ne l'est pas pour un autre libraire, entre autres. Je ne comprends plus mes notes. Oui, c'est parce qu'on continuait la conversation pendant qu'on prenait les notes, alors c'était bon. Donc, ce qui est important aussi, c'est la communication entre les éditeurs et les diffuseurs et les libraires, donc dans toutes les directions. Autant les éditeurs qui parlent avec les diffuseurs sur un projet particulier, autant que les libraires, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et qu'est-ce qui a super bien fonctionné aussi. Donc, c'est important que cette conversation-là se fasse. On croit tout de même que le diffuseur doit être une personne qui devrait rester neutre pour justement être à l'écoute de son client et de ces gens à qui fait la diffusion. Et c'est vraiment la connexion qui est importante là, entre tous. Et voilà. Le titre de l'atelier, c'était « Transformation du métier de diffuseur en... » Alors voilà, c'est un peu ça ce qu'on voulait dire. J'aime ça. C'est qu'il n'est pas transformé, mais qu'il doit quand même... qu'il est important et qu'il a toujours sa place, en fait. Bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup pour ce résumé. On peut l'applaudir, en effet. Table 2, expérience client, comprendre et répondre aux besoins du lecteur. Qui est porte-parole? La table 2 de M. Gary. Un brave, M. Gilbert. Guillet, pardon, M. Yves Guillet. Oui, donc, le thème, c'était l'expérience client, comprendre et répondre aux besoins du lecteur, avec Nicolas Gary. Nicolas Gary a un petit peu continué son exposé de tout à l'heure. Ce qui n'était pas inintéressant. Il a parlé de la pyramide de Maslow. Il a commencé par nous demander quelles sont nos expériences négatives d'animation ou d'expérience client négative en librairie. Alors, on a cité, par exemple, les séances de signature où il vient personne, où l'auteur est assis à une table et puis c'est très gênant, ou des lancements où il y a seulement la famille de l'auteur qui vient. Il y a aussi, on a parlé de la pyramide de Maslow, qui illustre tout un spectre de besoins entre les besoins je dirais fondamentaux et les besoins. Je ne sais plus dans quel sens on la met. Entre les besoins fondamentaux et les besoins non fondamentaux. Et un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est de se faire dire qu'il est fin, qu'il est beau, qu'on l'aime. Et ce qui nous a amené à conclure que les réseaux sociaux doivent, ou l'expérience avec le client, par le biais des réseaux sociaux notamment, doit passer par la personnalisation, l'humanisation du message. Expérience, par exemple, d'une collègue qui a dit, peut-être pour me raccrocher à ce qu'on a dit au début, là, le livre aveugle et la Saint-Valentin, c'est-à-dire dans un emballage de papier craft, de mettre un livre qui est acheté pour la Saint-Valentin.
et qui peut créer des belles surprises. Des pochettes surprises dans lesquelles on peut mettre toutes sortes d'objets qui sont soit des soldes qu'on n'arrive pas à écouler, enfin des choses qu'on vend pour pas cher. Et puis, bon, peut-être bien de la cochonnerie, mais là-dedans, il y a peut-être un article qui peut plaire à la personne qui se lance. Autre exemple de convivialité, M. Gary a parlé d'une expérience qui a été faite chez Milady, collection Milady, chez Brajlon, et Cupcake Party où les participantes, parce qu'évidemment c'était beaucoup des participantes, ont parlé de tout et de rien sauf de livres, mais que c'était une expérience intéressante et conviviale pour elles. D'autres expériences possibles, la concertation avec d'autres commerces, par exemple, d'aller faire de la prescription dans des commerces qui sont voisins de nos librairies, ce qui suscite la rencontre et peut créer une forme d'émulation. Et puis, les règles pour les réseaux sociaux, quel contenu on veut mettre, l'importance des liens vers des pages, l'importance d'animation, des vidéos, des images, et puis d'être conscient que en tout cas, ça, c'est lui qui dit ça, que sur les réseaux sociaux, les gens, ils veulent pas que ça soit compliqué. Donc, il faut qu'on considère qu'on s'adresse à des béotiens, presque, et puis qu'il faut baisser le niveau. Voilà, ça fait à peu près le tour. Il y a dit 3 règles pour les réseaux sociaux, mais on n'a pas eu le temps de... Il y a des gens qui parlaient en même temps qu'on voulait aborder les 2 autres, alors on n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Merci. Merci, M. Guillet. Atelier 3 maintenant. Comment faire une promotion du livre et de la lecture à travers des programmes novateurs et des événements nouveaux genres. Ah, on a déjà une porte-parole, bravo. Vous êtes madame? Ève Lagacé. Bonjour. Ben, c'est ça. T'es grand, Yves. Alors, t'es là. Alors, ben nous, on a travaillé principalement, c'est ça, sur la question de promotion du livre. On s'est posé la question, en fait, sur la segmentation, s'adresser au grand public versus l'importance de cibler les publics. Puis, grosso modo, en fait, on en est venu à la conclusion que c'était important de bien cibler les publics. Parce que de s'adresser largement au grand public, c'est pas nécessairement un gage de succès. Et à cibler tout le monde, en fait, on ne rejoint personne. La nécessité de travailler avec des partenaires pour rejoindre justement ces publics cibles plus spécifiques. L'importance de bien connaître les non-publics et aussi tous les enjeux pas les enjeux, mais plutôt la difficulté que ça comporte. Comment peut-on faire pour mieux connaître et rejoindre les non-publics? Documenter nos clientèles, ceux qui viennent déjà, ceux qui sont déjà, la clientèle qui vient déjà chez nous, soit en librairie ou en bibliothèque, quels sont leurs achats, quels sont leurs usages. On parlait de façon plus générale sur des grands événements nationaux comme la GMLDA, la saison de la lecture, etc. Est-ce que la revue de presse, est-ce que les retombées médiatiques, c'est vraiment ce qui détermine le succès de l'événement? On se questionne beaucoup sur ça. On pense que c'est de moins en moins le cas. On parlait beaucoup de la valeur du courriel. La valeur des courriels, en fait, d'obtenir les courriels des clients, des usagers pour pouvoir cibler par la suite des opérations près d'eux. On s'est posé beaucoup de questions sur les GMLDA, saison de la lecture encore. Est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que oui, on s'est dit c'est important compte tenu de la portée sociale de ces événements-là, mais est-ce qu'on rencontre réellement les objectifs qu'on s'était fixés au départ? On se questionnait beaucoup là-dessus. On n'avait pas de réponse définie. On a parlé aussi qu'on n'a pas le choix de se renouveler, de reprendre toujours les mêmes activités médiatiques, pas activités médiatiques, mais activités de promotion. Justement, on n'attire pas l'attention des publics. Donc, on en est venu à la conclusion que c'est nécessaire d'être toujours en train de se renouveler. Par contre, faire preuve de créativité, monter toujours des nouvelles actions, bien, on le sait, ça nous demande beaucoup de temps. Est-ce que c'est possible de le faire? Bien, c'est à chacun des milieux là,
le déterminer. Aussi que les réalités sont différentes d'un milieu à l'autre. Donc, ce qui a été un succès à un endroit ne fonctionnera pas nécessairement dans un autre milieu. Et finalement, on a parlé de l'importance de sortir, d'aller à la rencontre des publics. Puis l'exemple qui est revenu, comme on entend depuis tout à l'heure, l'exemple des prescriptions littéraires. Alors voilà, ça fait le tour de nous. Juste avant que vous quittiez, je me promenais tout à l'heure autour des tables, j'ai entendu la théorie des 20-60-20. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, Catherine faisait allusion à la théorie des 20-60-20, donc 20% du public qui est un public acquis, notre fan club, 20 de l'autre côté du spectre, il y a le 20% sur lequel c'est pas nécessaire de travailler parce que de toute façon, on ne les atteindra jamais, et le 60 au milieu sur lequel il faut travailler pour pouvoir, sur lequel on a une emprise, en fait, là, puis qu'on peut espérer avoir une certaine emprise, de certains succès dans pour les ramener dans le premier 20%. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. L'atelier 4, maintenant, les données au service de la librairie de proximité. Alors, qui va être le porte-parole de l'atelier 4? Donc, je suis Delphine Copé, je travaille chez Gallimard dans la diffusion et j'ai trouvé intéressant d'être le porte-parole parce que les trois coéquipiers à ma table avec Sophie étaient des libraires, donc je les ai écoutés et en même temps on a trouvé aussi à croiser nos idées. Donc effectivement, on s'est posé la question de l'utilisation des données et en fait comment croiser des données factuelles avec des actions créatives de promotion. On s'est demandé comment identifier et rejoindre une clientèle éclectique à qui on souhaitait proposer des services ou des contenus personnalisés. Donc on s'aperçoit qu'on a souvent les données, mais c'est comment les interroger de manière intelligente et réussir à amener des actions concrètes de marketing. Les adresses courriels, donc souvent via le mailing, sont des données, une des données très pertinentes par lesquelles on peut rejoindre la clientèle. On peut leur proposer soit des événements VIP, venir rencontrer les auteurs dans un cadre très privilégié. On peut leur proposer aussi une idée que donnait Sophie, qui est faite en France, les services de presse envoyés par les éditeurs avant la rentrée, qui sont lus par les libraires, ensuite distribués aux clients pour qu'eux-mêmes soient prescripteurs. Donc c'était l'idée toujours qu'un client peut non seulement s'identifier par rapport à ce qu'il aime de lui chez le libraire, mais aussi être dans une action participative avec le libraire pour lui-même être vecteur et être prescripteur par rapport aux autres clients. Donc on s'est dit que ça pouvait être ça, l'envoi d'informations pertinentes selon aussi les achats, ce que l'on savait des achats du client, son panier moyen, ce qu'il achetait comme type de littérature, est-ce qu'on pouvait penser lui offrir du contenu d'informations ciblées par rapport à ses achats. On s'est dit que c'était quand même très ambitieux selon avec les moyens qu'on avait selon chaque lecteur, d'aller chercher le contenu typique qui pouvait l'intéresser. Par contre, on s'est dit qu'on pouvait aussi partir de son image de marque de libraire et ses valeurs à soi et proposer à partir de nous ce qu'on avait envie de recommander, comment rejoindre sa clientèle, parce que souvent c'est une clientèle qui nous a déjà bien identifié selon qui on est. Et puis après, on a vu comment, partie à laquelle j'ai été sensible, les éditeurs pouvaient aussi, de concert avec les libraires, mener des actions dans un gagnant-gagnant pour fidéliser et faire revenir les libraires, les clients chez les libraires. Donc ça pouvait être, par exemple, que l'éditeur soit celui qui crée une infolettre, une lettre d'information, de contenu, de nouveautés, par exemple, en fonction de ce que le libraire souhaite proposer à sa clientèle et que cette infolettre-là soit envoyée de la part du libraire, mais par l'éditeur, dans la zone de chalandise du libraire. Donc c'est vraiment comment on peut aider, nous en tant qu'éditeur-diffuseur, le libraire à développer son chiffre dans sa zone de chalandise par rapport à ce que nous on vend et qui rejoint la clientèle du libraire. Et puis on s'est dit qu'on pouvait aussi partager nos réseaux ou ce qu'on savait de nos réseaux réciproques. Donc nous on a beaucoup d'informations en tant qu'éditeur-diffuseur, par exemple sur des blogueurs ou des gens qui habitent certains quartiers proches de certaines librairies. Donc on pouvait tout à fait mettre toutes ces données-là en lien sans forcément se les donner les uns les autres, mais les partager ensemble et ensemble être créateurs d'événements et d'initiatives personnalisées selon nous ce qu'on avait envie de promouvoir
promouvoir en tant que diffuseur et selon ce que le libraire a envie de développer par rapport à sa clientèle et à son chiffre d'affaires. Et puis de faire émerger pour le libraire des prescripteurs insoupçonnés dans sa clientèle. Par exemple, un professeur de yoga dont on sait que c'est un très bon vendeur, par exemple, de livres de yoga, ou un auteur jeunesse qui parle aux parents et qui parle très bien de littérature jeunesse. Donc encore sur cette idée de prescription participative, le libraire n'est plus juste tout seul à prescrire en fait des ouvrages, mais il invite et il se sert de l'enthousiasme et de l'énergie de sa communauté, soit de clients, soit de ses partenaires éditeurs, pour qu'ensemble, on fasse plus de contenu de meilleure qualité pour rejoindre le maximum de gens et développer le chiffre d'affaires des libraires et des éditeurs. C'est un monde idéal. Donc voilà, on a rêvé à un monde idéal. Merci beaucoup. OK, atelier 5. Bon coup, mauvais coup, promotion des nouveautés et titres de fond. Je suis surpris. C'est pas moi. Bon, alors c'était un peu ambitieux comme titre de table ronde. On a décidé de se concentrer sur la valorisation du fond, parce que ça nous paraissait important d'essayer de trouver un équilibre entre nouveauté, fond, puis c'est l'éternelle question pour les libraires et pour les éditeurs. Alors, on a essayé de lister les initiatives qui nous paraissaient intéressantes. On n'a finalement pas eu trop le temps de parler des horribles initiatives ratées qu'il ne faut plus jamais refaire, mais on pourra s'en parler autour d'un verre. Alors, on a trouvé intéressant tout ce qu'avait dit ce matin le président de l'association américaine, l'initiative Redécouvrez. Donc, on a parlé aussi du prix du livre oublié. On a aussi évoqué toute la question des thématiques que peuvent proposer les diffuseurs, mais aussi les éditeurs pour essayer encore une fois, de valoriser le fond. La consignation reste aussi, selon nous, une avenue qui valorise encore une fois le fond. Autour de la table, on avait beaucoup de libraires, paradoxalement, surtout des libraires de coop. Donc, il y a eu toute une réflexion sur aussi les professeurs, les enseignants, la relation prescription vis-à-vis des enseignants. Alors, évidemment, les libraires de coop vendent des livres prescrits, donc obligatoires, mais les libraires de coop ont aussi un rôle prescripteur auprès des enseignants en leur proposant des classiques ou des nouveautés parmi ce qu'ils connaissent. Et ça peut fonctionner et ça peut faire rouler le fond. Il a été aussi souligné que la nouveauté enrichit le fond. On a parlé des initiatives intéressantes avec des auteurs plus, on va dire, plus connus, pour lesquels sont organisés des petits déjeuners, par exemple, avec les libraires. Et donc, il y a un moment, donc la question du moment privilégié libraire-auteur qui peut après se répercuter en librairie, dans la volonté de valoriser l'œuvre de l'auteur au complet. L'exemple de Robert Lalonde a été cité, donc la nouveauté plus l'ensemble de son œuvre. Bon, on n'a pas réinventé la roue, je vous préviens, mais on a voulu quand même dire ce qui peut fonctionner. On a évoqué les salons du livre. Je ne vais pas te piquer ton sujet, Eric, juste pour parler de la nécessité de les utiliser pour valoriser le fond, encore une fois, puisque c'est un espace où l'éditeur a pour une rare fois un moment où on voit ses livres dans un même endroit, contrairement aux librairies où évidemment c'est rangé comme dans une librairie par thématique, etc. Je m'en voudrais d'oublier le numérique, puisque nous avions José Gagnon, c'est ça, José Gagnon d'HMH pour le numérique, avec la nécessité de penser le numérique comme un tout avec la librairie. Donc ça a été aussi évoqué par un libraire de la coop Sainte-Foy. Et l'idée de la carte qu'a évoqué M. Gary tout à l'heure a été très appréciée, et une volonté de la réfléchir collectivement, parce que évidemment la vente numérique que peut faire un libraire ou bien un conseil peut faire un libraire, mais il peut pas le faire au niveau numérique. Puis si le client veut après le lire en numérique, le libraire rate la vente tout simplement. Donc dans cette volonté de préserver ce lien-là. J'ai oublié de quelque chose. C'est ça, hein? C'est ça, voilà. Merci beaucoup. Beau travail. Atelier 6, nouvelle forme de prescription littéraire. Comment les multiplier de l'algorithme au conseil sur place en passant par BookTube. Bonjour, Monsieur Laniel, de la librairie Carcajou.
Alors, bonjour. J'avais le plaisir de jaser avec tout ce beau monde-là de la nouvelle prescription littéraire. On en a parlé quand même longtemps aujourd'hui avec la promotion du livre. C'est vraiment le sujet de l'heure, du moins de la journée. Donc, on a d'abord essayé de faire un éventail de qu'est-ce qui était la prescription littéraire, l'ancienne, la nouvelle, et pour bien savoir comment la multiplier, c'est quoi ses avantages, ses inconvénients, tout et chacun. Il y a bien sûr celle du libraire, hein, je prêche pour ma paroisse, mais on parlait aussi celle de personne à personne, tout simplement. Donc oui, libraire en librairie, mais entre amis, entre collègues, ça fonctionne tout autant. On peut le voir, on parlait d'anecdotes de 6-7 clients qui viennent acheter le même bouquin dans la même semaine. On se demande c'est quoi le buzz. Finalement, c'est juste un de la gang qui l'a lu puis qui a bien trippé. Et finalement, il n'y a pas de papier dans le devoir autour de ça. Il y en a eu plusieurs autres sur les réseaux sociaux qui fonctionnent très bien. On peut penser au Vendredi on lit, qui crée une communauté de quasi un petit book club instantané où est-ce qu'on se ramasse sur les librairies qui fonctionnent comme ça, ou les pages littéraires, ou encore les personnalités publiques littéraires qui décident de mentionner le fameux Vendredi on lit à chaque vendredi, mais ça crée une communauté de livres qui discute du livre tout autour et qui veut pas. En parlant d'un livre, on n'est jamais bien loin de la prescription. Dans les conclusions qu'on a tirées, il y a bien sûr, pour avoir de la bonne prescription littéraire, c'est le fer de lance, c'est la confiance. La confiance qu'on a envers le prescripteur, parce qu'il y a un peu quelque chose de magique. Hein? On a des clubs de lecture, on a des critiques 3 étoiles et demie, 4 étoiles. On peut penser à Bazo, on peut penser à n'importe qui parle de livres. Des fois, ça fonctionne énormément. D'autres fois, c'est un crash total, puis il n'y a aucune vente. Donc, à savoir pourquoi, à certains endroits, ça fonctionne, d'autres fois, ça ne fonctionne pas. On a parlé aujourd'hui, on a cité bien sûr les cas de Renaud Miroir ou Pierre Foglia qui, eux, à tout coup, on se faisait vider les stocks, ça tombait manquant. Alors que des fois, on est dithyrambique au Club Bazo, puis on ne voit pas grand vente en librairie. Alors, on essaie de comprendre pourquoi. Eh bien, c'est le sentiment de confiance qui peut parfois être tissé entre un libraire et son lectorat et ses clients, et d'autres fois entre un prescripteur dit médiatique. Donc, c'est vraiment les deux formes de prescription qu'on a séparées, la prescription médiatique et la prescription plus personnelle. Et entre ces deux-là, on n'a pas eu le temps de l'aborder rapidement. On a eu le temps juste de l'aborder rapidement, mais le fameux BookTube qui fait beaucoup, qui est très, très populaire aux États-Unis, en Angleterre, en France maintenant beaucoup, et qui commence au Québec lentement mais sûrement. Et c'est un peu l'idée, de dire que les libraires devraient y être en quelque sorte, parce qu'il y a bien quelqu'un qui est habitué de parler de livres à longueur de journée. C'est pas mal nous, en tant que lecteurs. Il y a aussi les lecteurs qui damnent, les lecteurs passionnés, voraces, qui, eux, prennent cette place-là, mais c'est de répondre aussi aux fameux clips, comment les gens consomment leurs critiques. C'est le clip, c'est le 3 minutes, on veut la couverture, on veut l'histoire, puis on veut l'opinion. Donc, c'est peut-être pas nécessairement l'entrevue d'une heure, mais les gens sont beaucoup par clip, à travers, encore une fois, des réseaux sociaux. Lorsque le vidéo est linkée, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, c'est là que ça fonctionne bien. On a parlé bien sûr de l'algorithme. L'algorithme, on en a parlé pendant 1 heure tantôt, et ça donne encore ça bourdonne encore dans nos oreilles parfois. Ça peut être très, très complexe, mais je pense que ce qu'il fallait soulever, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une opposition entre le libraire et l'algorithme. Les deux, en quelque sorte, répondent à deux cas totalement différents. On voyait comment l'algorithme pouvait être utilisé sur le site leslibraires.ca avec simplement les données qu'on peut aller rechercher, comme les gens cherchent des livres de coloriage, mais proposons-leur des livres de coloriage en arrivant, ou une section du moins. Amazon qui nous pointe, t'as acheté ça, il y en a 3 autres qui ont acheté ces livres-là aussi. Alors que le libraire, lui, c'est totalement autre chose. Les gens qui viennent en librairie, c'est souvent pour un livre, les gens qui viennent chercher conseils et prescriptions en librairie, c'est pour un livre qu'ils ne connaissent pas, et pourtant, c'est exactement le livre qu'ils ont besoin, et c'est là que le libraire entre en ligne de compte. L'algorithme ne peut pas battre ça, et l'algorithme propose un outil que le libraire peut utiliser ailleurs. Donc, c'est vraiment de voir comment on va pouvoir les marier. Après ça, c'est comment on va avoir comment on va être capable de jouer avec ces données-là. On en a discuté aujourd'hui. Je crois que la discussion et la réflexion va continuer longtemps. Rapidement, communicabilité entre les prescriptions. C'est pas parce qu'une prescription est faite à Trois-Rivières ou à Québec sur un blog d'une librairie ou d'un lecteur qu'elle ne bouge pas jusqu'à Rosemère, Montréal, qu'elle se promène pas jusqu'en Outaouais. C'est ce qui est le fun avec les réseaux sociaux, c'est que la prescription n'est pas juste maintenant dans les murs d'une librairie parce qu'un libraire qui a eu un coup de cœur ou parce qu'un animateur a un coup de cœur, mais maintenant, elle bouge énormément, elle est partagée, et parfois, c'est peut-être pas le lecteur de Montréal qui va voir la prescription du libraire de Trois-Rivières, mais c'est le libraire de Montréal qui va la voir et qui va la transférer. Donc, c'est intéressant de voir comment les prescriptions peuvent maintenant être, mais qui s'éclatent vraiment un peu partout. Comment les clubs de lecture, les communautés, comme je parlais avec Vendredi on lit, sont explosés en clubs de lecture en librairie. Des communautés comme Babelio, Goodreads, bien sûr, qui sont aussi à réfléchir, à voir qu'est-ce qu'en tant que libraire ou acteur du livre, on peut faire avec ce genre de plateforme-là. Puis, c'est à peu près ça. Il y a Marilyn qui voulait parler des salons de coiffure, mais on n'a pas eu le temps d'en discuter. Donc, si jamais, au cocktail, vous voulez parler
parler de coiffure avec Marie-Hélène, elle est disponible juste là. Ça fait le tour pas mal. Merci. Atelier 7, améliorer la couverture médiatique, le livre sans le vedettariat. Bonjour. Alors, bonjour, Pierre Primo, Albin Michel. Alors, on avait la chance d'avoir un auteur, un journaliste, chroniqueur avec nous, Claudia. Donc, on a dit en premier, qui est la vedette dans tout ça? Inévitablement, c'est l'auteur, mais si l'auteur n'est pas vedette, on fait quoi avec ça? Alors, on a dit, bien, il n'y a pas juste l'auteur qui peut être la vedette aussi, il y a l'intervieweur qui peut être la vedette aussi, parce qu'on veut toujours aller vers la vedette. Bon, on a parlé ce matin, on ne les nommera pas, mais on a aussi dit, il est important aussi, l'intervieweur, c'est une vedette aussi qui peut nous aider à un auteur non vedette. Mais on a aussi surtout dit, et c'est ça qui est très rassurant, à mon avis, c'est que l'œuvre devient aussi la vedette quand l'auteur n'est pas connu et quand on ne passe pas à la télévision, quand on ne passe pas nécessairement dans les journaux. Alors, on a été assez rusés, on a dit à Claudia, mais toi, tu fais quoi avec un auteur qui n'est pas connu, puis ça arrive sur ton bureau? Oui, c'est vrai qu'on en reçoit 100 par jour, à peu près. Alors, elle dit, souvent, c'est un pouvoir de recommandation de l'éditeur, d'un attaché de presse, donc le rôle important des attachés de presse, mais aussi le pouvoir des libraires. Ça, je trouve ça intéressant. Elle s'en va dans sa librairie préférée et elle demande aux gens sur le plancher. Donc, ça aussi, on voit l'importance du rôle du libraire. On a aussi, ça aussi, j'ai beaucoup aimé, la journaliste doit aller en librairie aussi, ne pas attendre simplement d'avoir les trucs sur son bureau avec les mémos, les 50 mémos qu'on a dit des fois des attachés de presse. Alors, d'avoir ce réflexe-là, d'aller elle-même découvrir des trucs, non pas toujours recommandé par le libraire, mais ça peut être aussi de découvrir soi-même des trucs. Donc, encore une fois, l'œuvre devient ainsi la vedette quand l'auteur n'est pas la vedette. Alors, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? L'éditeur qui a publié ce livre-là a aussi la responsabilité maintenant de le faire vendre. Alors, on a dit, qui est important dans la chaîne? Bien, on a dit, c'est tout le monde. On a dit, oui, l'attaché de presse avec le journaliste va faire ce métier-là, va faire cette relation-là, pardon, mais on a dit l'acheteur aussi a un rôle, donc le représentant commercial doit aussi en parler à cet acheteur-là. L'acheteur n'a pas le temps de parler à tous les libraires sur le plancher, donc là, on a dit, bien, le représentant aussi a un rôle à jouer, d'aller voir après l'acheteur, d'aller voir les libraires en magasin et de parler de ces œuvres qui n'ont pas la chance peut-être d'aller soit à la télé, soit à la radio, soit dans les journaux. On a dit aussi l'auteur, c'est ingrat parce qu'on avait quand même 2 auteurs à notre table, un qui n'a pas encore publié et l'autre qui a publié 2 livres et qu'ils ont vécu aussi ces trucs-là. Donc, on a dit l'auteur, on dit que des fois, il y a même maintenant certains éditeurs qui vont demander à l'auteur d'avoir un réseau avant de signer un contrat. Alors, c'est sûr que ça peut être difficile, ça peut être plate de se faire dire ça, mais c'est vrai que l'auteur, dans ce temps-là, doit prendre lui-même, à mon avis, une responsabilité qui doit dire « je dois réseauter », d'où l'importance de tous les réseaux sociaux. Donc, on s'est dit, s'il y a de l'avenir pour les auteurs non vedettes, ben oui, parce que dans le fond, ce qui reste la vedette, à mon avis, dans ce moment-là, c'est la bonne œuvre. Donc, c'est l'écrit, c'est le livre qu'on va découvrir. Donc, et on a dit aussi, ben c'est une question de bonne étoile, souvent. Je pense souvent à Kim Thuy, qui n'était pas connu, puis qui a écrit un livre merveilleux, puis que personne ne connaissait, et qui, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'en parler. Donc, ça, c'est vraiment... Elle avait toute la chance de son côté, mais elle avait un livre formidable aussi. Mais oui, il y a de la place, à mon avis, pour des livres, et c'est à nous, la responsabilité nous revient à tout le monde dans le milieu de faire connaître ces œuvres-là. Voilà. Merci. Donc, on ne peut pas se passer de vedette, finalement, si je comprends bien vos conclusions. Atelier 8, réinventer les salons du livre. La table la plus nombreuse aujourd'hui. On va voir s'ils ont travaillé plus fort que les autres. Bon, alors il nous aurait fallu probablement une table de concertation de plusieurs jours. On a à peine effleuré le sujet. Bon, en fait, le problème qu'on a avec les salons du livre, c'est que c'est un modèle qui est le même depuis environ 40 ans, qui n'a pas changé. Pourquoi il ne change pas? Parce que c'est un modèle d'affaires qui est extrêmement difficile puisqu'on loue au pied carré. Il y a des contraintes par rapport à ça qui sont inévitables et qui sont difficiles à changer. Alors, on a décidé de rêver, de s'en aller dans le monde merveilleux du rêve et d'oublier ces considérations financières et de divaguer sur plusieurs idées. Donc, en fait, on a identifié ce qui est intéressant avec les salons, c'est la rencontre des auteurs. Les gens vont beaucoup dans les salons pour rencontrer des auteurs. En fait, les salons deviennent de plus en plus des salons d'auteurs. On identifie aussi, les clients vont identifier les livres qu'ils vont acheter par la suite. Ça permet aussi un buzz dans les médias. On parle du livre pendant
Avant le salon, pendant le salon, après le salon. On pense au salon de Montréal, seulement la couverture médiatique qu'il y a pendant le salon, c'est assez époustouflant. On ne parle jamais autant du livre dans les médias. Donc, en prenant pour acquis ces trois choses, on s'est mis à parler du Salon de Genève. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'y assister. Ce n'est pas mon cas. Mais le salon a été divisé au fil des ans en une partie plus traditionnelle comme nous la connaissons présentement, c'est-à-dire des éditeurs, diffuseurs, distributeurs qui vendent les produits, et une section qui est plus thématique. Est-ce l'avenir des salons de diviser les livres par sujet, par thème? Ça pourrait être intéressant. Là, bien entendu, on met de côté toutes les considérations d'ordre financier que nous avons décidé d'élaguer pour le bien-être de la discussion. On saluait dans ce sens-là l'initiative du stand thématique de poésie qui se retrouve de plus en plus dans les salons, qui fait découvrir la poésie aux gens et qui souvent regroupe des éditeurs qui n'avaient pas les sous pour se payer des stands et qui permet un regroupement de poésie, faire découvrir ça à des gens. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres thématiques qu'on pourrait explorer à ce moment-là? On parlait, bien entendu, à un moment donné, thématique, regroupement, bon, les romans policiers pourraient tous se retrouver au même endroit, etc. Et on évoquait à ce moment-là, mais ne serait peut-être pas plus intéressant d'aller vers des thématiques moins connues, justement, qui permettraient aux gens de découvrir le fond aussi des éditeurs, puisque les salons sont de plus en plus axés sur la nouveauté, sur les nouveautés, sur les auteurs présents. Donc, est-ce qu'on fait des thématiques pour permettre au public de découvrir le fond? Ça peut être une idée. Ensuite, bon, bien entendu, on a noté le problème de communication aussi pour le visiteur, qui est peut-être plus habitué à un modèle de librairie qui se retrouve en salon un peu perdu, puisque, bon, où se trouvent vos livres de cuisine? La réponse est partout et nulle part à la fois. Donc, est-ce que ce serait peut-être intéressant d'avoir des libraires embauchés par le salon qui pourraient guider les gens à travers les pavillons? On rêve, là, on rêve. Donc, qui permettrait aux gens de se retrouver. Je cherche tel livre, oui, allez ici. Je cherche tel genre de truc, oui, on peut vous conseiller. Ça pourrait être super intéressant. On ne dit pas non. Ensuite, bien écoutez, le but, en fait, des salons, là, on voit souvent le côté mercantile et vente, mais il faut avant tout garder à l'esprit que le salon sert à faire découvrir les livres, les auteurs et leur contenu. Je calque la mission du Salon de l'Outaouais, que je trouve vraiment fantastique. Et on a parlé à la fin, un peu rapidement, de rendre les rencontres d'auteurs un peu plus informelles. On a accroché un peu là-dessus, de descendre l'auteur du piédestal. On trouvait ça super intéressant. Ne serait-il pas intéressant pour le public de rencontrer des auteurs? Bon, je ne dis pas de prendre Éric Emmanuel Schmitt et le livrer à la foule un samedi soir. Tout nu. C'est une très mauvaise idée. Tout nu. Pourquoi pas en faire un calendrier? On y va. Donc, calendrier d'Éric Emmanuel Schmitt. Mais prendre des auteurs qui sont, oui, connus, mais pas tant que ça, qui sont, oui, vedettes, qui attirent les gens, mais qui n'attirent pas cordon de foule, gens, mais toujours un flot constant d'individus qui viennent rencontrer. Ne serait-il pas possible de les sortir de leur table de signature, les mettre debout avec un verre de vin dans les mains et que les gens puissent échanger avec eux de façon très informelle, sans nécessairement faire une file et faire signer un livre? Donc, c'est un peu un balbutiement de réflexion. Bien entendu, il y a tellement de choses à parler par rapport au salon. Mais voilà, merci. Merci. Et enfin, atelier 9, les 10 règles d'or pour mieux promouvoir son livre sur le web. Bonjour. Juste vous nommer avant de commencer. Élise Bergeron, de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. À travers la plateforme Igibook, nous avons exploré les 10 règles d'or pour la promotion d'un livre sur un site web. Et donc, on se disait effectivement qu'un écrivain qui fait son propre site web peut donc mettre la main à la pâte de sa promotion et donc faire le bonheur de son éditeur et éventuellement des librairies. Donc, les 10 règles vont comme suit. Je vous les donne rapidement, mais en même temps, je fais ça rapidement parce que sinon, je donne pas envie aux gens de participer à l'atelier pour le deuxième atelier. Donc, d'abord, la subtilité, très important.
Ah, il n'y a pas de deuxième atelier, donc je peux vous les donner sans gêne. Ah, d'accord. Oui, vous avez 3-4 minutes. Non, parfait. Alors, la subtilité, trouver les groupes de lecteurs, trouver les influenceurs qui vont après continuer donc à parler de nous. La concision, évidemment. La concentration, alors l'idée d'avoir un site web pour un auteur, ça lui permet, s'il est publié par différents éditeurs, par exemple, de rassembler tout ce qu'il fait sur son propre site. Varier les plaisirs, donc impliquer les lecteurs, les interpeller, être dans l'échange, donc créer du lien avec eux, c'est la 5e règle. Donner du contenu pertinent, effectivement, si on arrive à faire de 60 à 80% de contenu pertinent, ben quand on arrive dans le dernier 20% qui est plus directement la promotion de notre livre, ben ça passe mieux auprès de ceux qui nous suivent. Soyez généreux, donc peut-être éviter de parler simplement de soi. Et soigner évidemment le visuel et l'orthographe. Et donc, d'éviter les overdoses aussi, c'est-à-dire que si on en met trop ou on poste trop de statuts, éventuellement, on noie tout le monde par notre propre personne. Et donc, la dernière règle, capitaliser sur nos acquis. Donc, peut-être, effectivement, si on peut trouver le moyen de promouvoir, de faire une petite promotion, c'est-à-dire, par exemple, de donner une nouvelle gratuitement ou des extraits, eh bien, en échange, évidemment, on récolte le courriel des gens qui s'inscrivent à notre concours et effectivement, ça peut être très utile après pour, quand on fait une nouvelle publication, de rejoindre les gens de cette façon-là. Donc, ce sont des règles qui, effectivement, sont importantes pour un auteur qui fait son propre site, mais qui, je pense, sont utiles pour n'importe qui, pour tous les réseaux sociaux, donc peu importe notre travail. Voilà. Merci.